Donc, dans ces conditions de confinement partiel pour l'instant encore, je vous propose d'aller prendre l'avis d'un médecin hospitalier que vous connaissez bien, le docteur Nadji Sirassine, qui exerce en région parisienne. Bonjour docteur, comment allez-vous en ce samedi matin? Bonjour, pas trop mal, je vous remercie. Alors, beaucoup mieux qu'un certain nombre de Français. Justement, vous continuez à exercer, puisqu'aujourd'hui, nous qui avons certains rendez-vous médicaux auprès de médecins libéraux tels que les dentistes, les ophtalmos, ce qu'on caractérise comme des rendez-vous médicaux non urgents, nous avons tous eu des textos, des appels pour dire qu'effectivement ces appels non urgents étaient reportés. Pourquoi? Quelles sont ces mesures de précaution? C'est dans quelle finalité qu'on voit entre autres les rendez-vous médicaux s'annuler et puis également les hôpitaux français se vider petit à petit? Bon, il y a plusieurs raisons à tout cela. En ce qui concerne les rendez-vous médicaux en ambulatoire, c'est pour décharger d'une part les professionnels qui soient en urgence, d'autre part, vous faisiez référence aux ophtalmologistes. Il faut bien comprendre que ce sont des situations d'examen à risque, puisqu'il y a une grande proximité. On est proche des zones de contamination, la sphère ORL et la sphère oculaire. Les praticiens se mettent en danger s'ils ne sont pas dotés de protection adéquate. Donc ce genre de rendez-vous doit être différé, sauf pour les soins très très urgents pour lesquels il n'y a pas de retard à avoir. En ce qui concerne les hôpitaux, pourquoi les actes programmés ont tous été déprogrammés? C'est justement pour libérer les praticiens des tâches dites, entre parenthèses, vous passerez l'expression annexes, libérer des lits, par exemple en ce qui concerne les actes chirurgicaux, qui pourraient se compliquer et nécessiter un passage en réa. Si cet acte n'est pas urgent, il est plus sage de le différer pour ne pas prendre de risques inutiles, ne pas occuper des réanimateurs et des lits. Alors cela pourrait être fait ultérieurement. À l'évidence, on observe une montée en charge progressive du nombre de malades infectés. L'activité hospitalière ne fait qu'augmenter. Le nombre de malades suspects ou confirmés étant sur une pente ascendante. Le confinement était probablement une manière non pas de faire disparaître le virus, mais de réduire le nombre de malades et d'étaler la progression de la maladie, si vous me passez l'expression. Visiblement, il y a eu quelques lenteurs au démarrage et à la perception par nos concitoyens de l'utilité de ce confinement. Ça se poursuit encore un peu, mais je pense que le nombre de malades augmentant et malheureusement probablement le nombre de décès augmentant, les gens vont se confiner tout seuls. À l'heure actuelle, il y a sans doute un nombre très important de malades qui sont en phase d'incubation, notamment ceux qui sont sortis dans la semaine précédente et qui ont pu rencontrer des contacts. Il faut comprendre que désormais, plus il y a de malades et plus il y a de gens en contact susceptibles d'être infectés, plus on a chance soi-même d'être infecté. D'où l'intérêt et la pertinence encore plus grande du confinement. Les symptômes, ils sont très polymorphes. On en découvre de nouveau, puisque en dehors de cette espèce de syndrome grippal avec une asthénie, des céphalées, des douleurs ORL, des frissons ou une sensation de fièvre réelle, aménorrhée, tout, viennent d'apparaître des symptômes émergents qui peuvent être considérés comme des facteurs prédictifs. Les ORL rapportent des anosmies, c'est-à-dire une perte de l'odorat brutale, qui pourrait être considérée comme une forme bénigne de la maladie. Il existerait 10% de formes avec un tropisme digestif, avec un tableau de diarrhée et de douleur abdominale. Donc la sémiologie s'enrichit au fur et à mesure. Alors quand on dit il y a deux choses, il y a deux situations. Il y a la situation du malade qui lui doit rester confiné, isolé, porter en théorie un masque pour éviter de diffuser le germe en l'aérosolisant, en le pulvérisant dans l'atmosphère chaque fois qu'il tousse. Il doit désinfecter toute surface avec lesquelles il entre en contact. Il faut comprendre que le virus reste pendant plusieurs heures sur les surfaces sur lesquelles il a été déposé. Et puis, il y a les gestes de précaution que doivent prendre ceux qui veulent éviter d'être infectés, à savoir limiter leur sortie, conserver cette distance de 1 mètre, éviter les contacts prolongés avec quelqu'un qui pourrait être malade, éviter les rassemblements et les regroupements. Voilà, c'est toutes ces recommandations qu'on en donne depuis un certain temps, à ne pas mépriser. On rappelle que sont les personnes vulnérables pour pouvoir justement mieux tenir, savoir quelle est l'attitude qu'on doit avoir. On peut penser quand même que tout le monde est vulnérable. Certains le sont plus que d'autres, certains sont moins que d'autres. Il semble que les enfants, notamment, ne développent pas de forme grave. Ils peuvent être porteurs sains, mais ils ne développeraient pas de forme grave où sous la citation, c'est extrêmement rare. Tout le monde peut être
sujet à une forme grave, puisqu'il existe quand même des sujets jeunes inférieurs à la tranche de ceux qui sont considérés comme à risque et ont développé des formes. Mais évidemment, en première ligne, on doit faire très attention à nos grands malades chroniques, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les sujets obèses, les sujets diabétiques et les sujets âgés qui sont polypathologiques, qui sont sans doute les plus à risque. Il existe des traitements contre les virus. L'exemple parfait, c'est le traitement du VIH, qui aujourd'hui est plutôt tout à fait au point. Alors, pour le moment, en première intention, il n'y a que des traitements symptomatiques, c'est-à-dire du paracétamol, d'achèvement de l'iprane sans faire de publicité, avec un colitoire nasal sans corticoïde. S'il y a une obstruction nasale, un sirop antitussif à vider purement symptomatique. On rappelle la recommandation qui est sortie avec une très grande force, à savoir la proscription, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser d'anti-inflammatoires ni de corticoïdes si ces médicaments favoriseraient le passage au chromatographe, ils ont un rôle immunodépresseur. Ensuite, il peut y avoir de recours à des traitements plus adaptés. S'il y a ce que l'on considère des surinfections respiratoires, normalement, donc c'est des recours au traitement antibiotique, ça se fait à l'hôpital pour ce genre de malades. Et en sous-jacent, j'imagine la question de la chloroquine. À l'évidence, certains avancent des effets bénéfiques de la chloroquine. Il y a des essais qui sont lancés, il y a des protocoles expérimentaux. Pour l'instant, on a un préjugé favorable, mais il y a peu de preuves scientifiques pour le moment. Ce serait magnifique si jamais on avait trouvé si rapidement un traitement de l'infection. Et puis il faut savoir qu'il y a des chercheurs qui travaillent pour la mise au point d'un vaccin, mais la mise au point d'un vaccin prendra plusieurs mois. Je pense qu'il y a de multiples leçons qui vont être tirées, que d'autres sont certaines sont déjà bons pour déjà en tirer un certain nombre. Je pense que l'étude de cette période sera très intéressante pour différents corps d'observateurs, scientifiques, sociologues, etc., etc. Les premières leçons, c'est qu'il faut peut-être améliorer les systèmes d'alerte et de vigilance pour dépister les pathologies émergentes. Il faudra réfléchir sur les stocks de produits stratégiques et la manière de les distribuer rapidement dans les endroits où on en a besoin. Il faut réfléchir à la place qu'on apporte au système de santé. Est-ce qu'il va être supportable que des gens meurent faute de place d'AREA, faute de respirateurs? La question des hôpitaux de campagne, on voit bien que par exemple les services de santé des armées étaient capables de mettre en place un hôpital de campagne. Peut-être qu'on devrait avoir des hôpitaux de campagne prêts à fonctionner pour les catastrophes qui peuvent se produire ou pas se produire, mais on ne sait-on jamais. Il faudrait aussi réfléchir probablement à la relocalisation de certaines productions. Un pays développé comme la France qui se trouve en pénurie de solutions hydroalcooliques et qui n'est pas capable d'avoir de simples masques de papier ou qui est suspendu au fonctionnement de l'usine Chine pour pas mal de produits, c'est tout de même assez surprenant, je pense. Et on va, je pense, aussi devoir réfléchir à nos réseaux de solidarité pour pouvoir aider les plus faibles, les plus fragiles, les plus abandonnés. Ça, c'est une question importante pour tous les humanistes. Vous savez, ça va se passer comme pour toutes les épidémies. Pour l'instant, on n'est pas arrivé au pic, donc on voit très bien qu'on est sur la phase ascendante du nombre de cas. Et on va atteindre ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire un moment où l'épidémie ne progressera plus. Puis on sera sur une phase de décroissance. Ceci va prendre plusieurs mois. On peut raisonnablement penser qu'on va être avec le Covid pendant 2-3 mois. Donc l'expansion de l'épidémie sera freinée par un nombre de malades importants qui auront acquis une immunité. C'est d'ailleurs la stratégie qu'avait tenté, ou on observe encore certains pays européens, notamment la Suède et les Pays-Bas. L'Angleterre vient de faire une petite marche arrière sur cette tentation d'immunité ambiante. Donc on est parti pour plusieurs mois. La très grande majorité des gens affectés font une forme bénigne. Malheureusement, il existe un taux de létalité entre 2, 4 ou 5%. Ça, on ne peut pas le fixer à l'avance. C'est l'avenir qui va nous le dire. On peut redouter parmi les malades fragiles et notamment les sujets âgés, surtout ceux qui sont institutionnalisés et qui sont pour l'instant assez seuls de mon point de vue dans leur malheur. On peut redouter une mortalité plus importante que dans les tranches plus jeunes de la population. Je pense que les Français devraient être un peu plus raisonnables et un peu plus responsables. Il y a un moment, il faut sortir
des réflexes faciles auxquels on est habitué dans une société d'opulence, et on ne doit pouvoir appeler le 15 que pour une situation d'urgence. On ne doit pas appeler le 15 pour avoir de vagues renseignements. Il y a beaucoup d'appels qui sont d'une grande futilité qui sont faits au 15. Il faut savoir que quand quelqu'un est malade, le seul traitement qu'il doit prendre, c'est du paracétamol et s'isoler, se confiner chez lui. Les signes d'alerte sont une altération profonde de l'état général avec des signes respiratoires, un essoufflement, un véritable essoufflement. Un essoufflement, ce n'est pas j'ai le nez bouché, j'ai du mal à respirer, c'est je suis essoufflé comme quand j'ai monté les escaliers 4 à 4. Et c'est ce genre de symptômes qui doit déclencher un appel au SAMU. Il est inutile d'encombrer le SAMU. Il faut savoir que dans une plateforme de SAMU, vous avez un certain nombre de permanenciers, que vous avez un certain nombre de régulateurs pour répondre au téléphone, et que ce nombre de permanenciers, ce nombre de régulateurs, il n'est pas inextensible à l'infini, et quand bien même il le serait, il faudrait des téléphones, des postes informatiques, des salles de régulation supplémentaires, et cela, ça peut pas être mis en place comme cela. Donc il faut réserver le 15 aux besoins réellement urgents. On voit bien que la continuité des soins urgents est bel et bien assurée, que les médecins de ville, que les personnels de santé ambulatoires en ville continuent leur travail, parfois aux dépens de leur santé, puisqu'un certain nombre d'entre eux se contaminent, faute d'avoir pu être dotés en moyens de protection suffisamment tôt. On voit très bien que les structures hospitalières, chacun avec son niveau de compétence et son niveau de moyens, sont tous en train de faire le maximum pour pouvoir maintenir l'accueil des patients et leur donner les soins les plus adaptés. Et chacun doit faire sa part du travail. Les soignants doivent soigner et les Français doivent éviter de tomber malades.